bonsoir, je suis ce soir au musée Connect pour notre live mensuel avec Paris Musée. Je suis accompagnée de Sixtine de Saint-Léger avec qui on va discuter, échanger autour de ce joli musée et des très jolis objets qui s'y cachent. Donc là, on va attendre un petit peu que le live commence officiellement. Donc on va combler. Donc vous pouvez déjà préparer des questions. Le thème un peu global, c'est le XVIIIe siècle. Donc une jolie période. Très intéressant, très riche. On va le découvrir ce soir. Ça commence à aller. On est à combien là, 29 ? 29. Okay. Est-ce qu'il y a un peu de monde qui est là ? Ça monte. Combien ? 9 personnes. Ok. 30. C'est bon, il y a des microphones ? C'est quoi ce truc ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir, c'est notre rendez-vous du coup mensuel avec Paris Musée. Ce soir, nous sommes au musée Connect qui se cache dans le Marais à Paris. Un petit musée qui cache la collection d'Ernest Cognac et de sa femme, Marie-Louise G. C'est ça, hein ? Oui, pas tout à fait. Je suis accompagnée de Sixtine de Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Bienvenue au musée. Merci, un très beau musée. Et pendant cette soirée, on va vous faire découvrir, du coup, vous raconter un petit peu la collection, comment elle s'est faite. Mais surtout, on va vous montrer des petits objets, un meuble, on va teaser un peu, un joli meuble qui cache plein de secrets. Et des petits objets de luxe de l'époque. Et plein de jolis tableaux. Très belle collection musicale. Exactement. Donc c'est une collection du XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing sur ce que c'est le XVIIIe dans l'histoire, ce que ça raconte ? Alors, le musée abrite la collection d'Ernest Cognac et Marie-Louise G, qui se sont pris de passion pour le XVIIIe siècle, qui commence donc en 1700. Alors, on parle de long XVIIIe siècle, parce que dans notre collection, nous conservons aussi des petits objets qui datent de 1810, 1814. Donc, on va au-delà de la fin du XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle, c'est quoi ? C'est le siècle des Lumières, en fait. Et Ernest Cognac se passionne pour ce siècle, où on voit en fait l'avènement de plusieurs rois. Donc ça commence avec Louis XV en fait, qui va avoir un règne assez long qui couvre tout le siècle. Et c'est un siècle où la prospérité et l'art de vivre atteint son apogée. C'est aussi le siècle des plaisirs, et on va le voir avec la figure de l'artiste François Boucher. Ils se sont bien amusés au XVIIe. Peut-être un peu plus qu'au XVIIe. Voilà. Et c'est un siècle qui se termine sur une note un peu plus sombre parce que, avec la révolution de 1789. Mais ce soir, on va parler d'une période artistique florissante, donc essentiellement sous le règne de Louis XV, où on voit émerger sur la scène artistique des grands noms. Donc j'ai parlé de François Boucher, Maurice Contin de la Tour, des ébénistes comme Jean-François Hubben, des sculpteurs comme Clodion ou encore Houdon, et tous ces petits objets précieux. De luxe. Voilà, parce que c'est aussi le siècle qui voit l'émergence de Paris, capitale du luxe, qui concentre à la fois tous ces artisans qui maîtrisent en fait un savoir-faire, et c'est ce qui a plu à Ernest Cognac, vraiment, c'est les arts atteignent en fait un niveau d'excellence et de qualité incroyable au XVIIIe siècle. C'est un siècle où il fait bon vivre, où on célèbre l'art de vivre, les fêtes galantes avec Watteau. Je pense qu'il y en a plusieurs dans les commentaires qui ont dû regarder un petit peu des séries sur Netflix, du style Bridgerton, qui sont un peu plus tard, qui sont plutôt 19e, mais avec les petits carnets de balles. Donc on va en voir ce soir, des vrais carnets de balles, notamment, entre autres. Du coup, on a parlé d'Ernest Cognac, qui est en fait le monsieur juste ici, avec du coup sa femme, Marie-Louise G, qui est juste à côté. Et alors, comment est-ce que l'histoire de ce musée est assez particulière ?
Oui, parce que en fait, c'est l'art du 18e au travers le goût d'un collectionneur du 19e, donc Ernest Cognac, qui va connaître en fait une vie incroyable. Alors c'est un peu au bonheur des dames de Zola, puisque c'est un entrepreneur très successful, puisqu'il naît à Saint-Martin-en-Ré et il est orphelin à 12 ans, donc il est né en 1839, et il va avoir ne cesse que de gravir les échelons en fait des grands magasins. Donc il est camelot, vendeur, et jusqu'à la réussite en fait, là ils sont représentés dans les années 1900. Donc il est camelot, vendeur, va se marier avec Marie Musée dans les années 1872. Va se marier avec Marie Musée dans les années 1872 et fonder l'empire commercial de la Samaritaine. Ce grand magasin, donc à la fin du 19e, on va naître ces grands magasins et il va mettre au point des techniques marketing qui ont encore cours en fait aujourd'hui, les prix fixes, le prêt-à-porter, la semaine du blanc, pour faire venir le maximum de clientèle dans son grand magasin. Et en parallèle de cette success story, ce qui est assez formidable, c'est qu'il va faire œuvre aussi de philanthropie. Donc il va créer en fait des œuvres de bienfaisance, des maternités, des maisons de retraite, alors à l'origine destinées à ses employés, et par la suite ouvert à un plus large public. Et bien sûr, ce qui nous occupe ce soir, commencer à acquérir les œuvres qui vont constituer la collection qu'il va léguer à sa mort à la ville de Paris et que vous allez découvrir ce soir. Du coup, on a peut-être allé dans l'autre salle, sauf s'il y a une anecdote sur leur vie un peu amusante. Alors, Ernest Cognac va commencer de son vivant à exposer une partie de sa collection dans la Samaritaine de luxe, qui était une succursale du grand magasin que vous pouvez toujours, qui vient tout juste d'être rénové et que vous pouvez voir rue de Rivoli. Donc la Samaritaine de luxe était située boulevard des Capucines, dans le quartier de l'Opéra. Et donc Ernest Cognac va procéder de son vivant à des accrochages de sa collection sous le salon de thé. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment, c'est un grand commercial, et donc ces objets servent à mettre en valeur aussi les artefacts qui sont vendus dans son grand magasin, même si on doit noter déjà un sens vraiment de service public, enfin de donner à un large public l'accès à ces collections dans un souci pédagogique et de mise en valeur de toutes les beautés que vous allez découvrir dans Et que le musée continue. Voilà, aujourd'hui. Donc on va arriver dans la première salle de ce qui est une salle qui il y a eu un nouvel accrochage il y a quelques semaines. D'un volet de la collection, donc de nos pastels. Le XVIIIe siècle est vraiment le siècle, l'âge d'or par excellence de cette technique. Donc c'est vraiment une technique entre ligne et couleur. Donc c'est des bâtonnets de pastels. Voilà. Et pourquoi les artistes comme Maurice Quentin de Latour vont se saisir de cette technique, c'est qu'elle permet en fait de saisir en fait avec rapidité une transcription immédiate de l'émotion et de la psychologie du modèle. Ça c'est nouveau. C'est nouveau au XVIIIe, ce besoin de transcrire ce modèle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on voit vraiment, c'est le siècle des philosophes, j'ai oublié de le dire, mais c'est un intérêt pour l'individu. On n'est plus dans des portraits d'apparat officiels qui montrent le statut, qui révèle la fonction ou le statut du modèle, mais plutôt on va chercher avec acuité à représenter les traits de manière réaliste. Mais qui montre une personnalité. Exactement. Alors dites-tout dans les commentaires, quelle personnalité vous aimez à ce monsieur. Ah bah alors là, juste ici. Plutôt alors déjà il nous interpelle, il nous regarde, on voit bien comment Maurice Quentin de Latour a réussi avec cette touche fondue à transcrire. Il a l'air souriant et il nous interpelle. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique, oui. Je trouve. Voilà. Peut-être un bon vivant
de l'époque. Exactement. Alors, on ne connaît pas l'identité du modèle, justement, c'est le portrait d'homme au gilet bleu. En revanche, On en a un. on en a un que je vais tous. Beaucoup l'ont vu. Parce que Maurice Quentin de Latour s'est plu à se représenter dans de nombreux autoportraits tout au long de sa vie et de sa longue carrière aussi, parce qu'il naît en tout début du siècle, en 1704, et il meurt en 1788. Ah oui, il fait tout le tout le 18e siècle. Et je vous invite à approcher de ce pastel et voir comment, avec beaucoup de virtuosité, Maurice Quentin de Latour réussit à traduire aussi la surface et le côté chatoyant du velours, du gilet. Et l'artiste, évidemment, se représente dans tout avec beaucoup d'apparat. Très à son avantage. Très à son avantage. Voilà, c'est un homme de cour, érudit, qui aime à être reçu dans les salons au XVIIIe siècle et donc qui fréquente les élites et les modèles qui représentent en fait. Voilà. Pour ceux, je pense que tout le monde connaît le pastel, mais on peut peut-être montrer quelques exemples de boîtes. Donc là, on a une boîte de la fin du 19e, donc bien conservée quand même, presque 120 ans plus tard. On a voulu montrer dans l'exposition la matérialité du pastel, cette poudre en fait qu'on dit comme la poudre des ailes du papillon, qui est très volatile en fait. D'ailleurs, on porte une attention toute particulière à la conservation des pastels parce que c'est vraiment des œuvres qui sont extrêmement fragiles, donc c'est un caractère assez exceptionnel de les voir présentés aujourd'hui. Dans aussi bon état. Voilà, exactement. Les artistes bien fixer la couleur, sinon tout se mélange. Exactement. Et à l'époque, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'expérimentations sur les fixatifs qui ont malheureusement, pour certains, détruit en fait les œuvres, parce que les artistes en fait expérimentaient des techniques pour maintenir cette poudre sur le support. Une pièce magistrale de Maurice Quentin de Latour qui va représenter la présidente de Rieux juste après son époux, donc le tableau du président de Rieux qui est un titre qui dit en fait la fonction du personnage et son importance. Maurice Quentin de Latour représente son époux en 1741 et réitère l'exploit. Alors pourquoi je parle d'exploit? Parce que c'est une technique qui est très complexe à manier et avec beaucoup de talent pour Quentin Latour sur un format tel que celui-ci en fait. D'accord. C'est la raison pour laquelle... C'est très grand, hein, voilà, c'est vraiment très grand pour du pastel, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et on voit que Maurice Quentin de Latour a assemblé plusieurs feuilles en fait, on voit la démarcation ici, oui, pour pouvoir réaliser son portrait de la présidente. Est-ce que vous nous entendez bien? On peut continuer. On va voir. Vous nous tenez au courant si ça rebug au niveau du son. Donc du coup, là, en fait, c'est des feuilles qui ont été assemblées. Exactement. Et il saisit le modèle. Alors elle s'apprête, elle a revêtu ce qu'on appelle un domino, c'est un manteau d'inspiration vénitienne pour partir au bal. D'accord. En fait, elle s'apprête avec son masque. Avec son petit masque. Voilà. Et donc elle nous invite de son regard. Donc il saisit en fait le modèle à la fois dans un portrait tout officiel mais assez intime de la présidente dans son intérieur. Et ce qui est aussi assez rare, c'est que l'artiste se plaît à représenter en fait les détails du décor intérieur. On voit ce meuble en bois sculpté qui rappelle d'ailleurs le cadre. Ce qui est plutôt rare parce que Maurice Quentin de Latour généralement se concentre vraiment sur la représentation du modèle et non pas sur le décor en fait. Et oui. En parlant de décor, on va peut-être aller découvrir des choses qui habitaient justement les maisons, les lieux. On va retourner avec lui dans un on va passer par un très bel escalier. Escalier d'honneur. Oui, parce que la collection est initialement abritée donc, dans la Samaritaine du luxe, léguée à la ville donc, en 1929 et
en 1900, à la fin des années 90, la Samaritaine de luxe a été vendue et donc la ville a mis à disposition, a rénové cet hôtel particulier du Marais, qui est un des plus anciens hôtels particuliers d'ailleurs. D'accord. On est dans un escalier qui date du XVIIIe siècle, mais le corps du logis central date du XVIe siècle. Donc, ce qui explique que les volumes des salles ne sont pas tout à fait celles du XVIIIe. D'accord. Et Ernest Cognac, pour magnifier sa collection, avait acquis de son monde des boiseries que vous retrouvez dans les espaces pour servir d'écrin à la présentation de sa collection. Et donc ces boiseries ont été installées de nouveau dans cet hôtel particulier lors de sa réouverture. Et comme on parlait d'objets, Voilà. un petit discret, facile à mettre chez soi. Alors, c'est un lit qui a une histoire mouvementée. Alors c'est un lit mobile. Alors regardez les petits détails. Il y a des poignées ici et des roulettes sous les pieds qui permettaient de déplacer le lit. Juste là. Voilà. Alors, c'est un lit à la polonaise. Louis XV se marie avec Marie Lesinska et donc lance la mode à la polonaise. On retrouve dans les vêtements. Voilà, dans Alors c'est quoi la mode à la polonaise? Alors, c'est par exemple des gilets pour les femmes bordés de fourrure. D'accord. Des tenues d'inspiration polonaise. D'accord. Mais ici, en ce qui concerne le lit, c'est-à-dire que contrairement à un lit à baldaquin, en fait, c'est le plus long côté du lit qui repose sur le mur. Et vous voyez les montants courbes qui retiennent le dé, ce qu'on appelle le dé, qui est en fait... Ce qui tient voilà, exactement, au-dessus. Et donc, vous voyez les petits rideaux qui permettaient de conserver quand même un peu d'intimité. À voir qui sont cachés derrière les rideaux. Et l'histoire de ce lit est assez amusante parce que il a été commandé par le marquis de Vaudreuil, qui était grand fauconnier du roi, grand amateur d'art, mais qui malheureusement fait faillite très vite après sa commande en 1785. Donc le lit est vendu à Versailles, enfin atterri à Versailles, D'accord. qui le donne à sa fille. À la Révolution, avant la Révolution, le lit est transporté aux Tuileries. De là, il est donné par Napoléon à Cambacérès, un de ses maréchals, et il part en Angleterre, où Ernest Cognac va finalement l'acheter. Donc c'est vraiment une histoire en fait, c'est un assez lit qui bouge. Voilà, c'est qui bouge dans tous les sens en fait. C'est prévu. Exactement. et qui est réalisé par un ébéniste de renom, Georges Jacob. Et on voit la finesse en fait de la sculpture, on voit les petites guirlandes, les urnes antiques qui surmontent les montants. Et ce petit détail, ce petit raffinement qui montre bien l'élégance de ce siècle jusque dans les détails, on voit des fleurs de pavot qui ornent le dé. Alors des fleurs qui sont en plus à différentes étapes de floraison et qui sont les attributs du dieu Morphée, le dieu du sommeil, et donc qui rappellent l'usage du meuble en fait. Alors on a une petite question. On nous demande est-ce que c'est vrai qu'à l'époque il dormait presque assis? Oui, d'ailleurs on peut le voir aux dimensions du lit, et puis il faut s'imaginer qu'il y avait plusieurs coussins en fait qui permettaient de surélever un peu le dormeur. Parce qu'en fait la position allongée c'était celle de la mort. De la mort, voilà. Mais Ernest Cognac n'a jamais, parce que les visiteurs nous montrent, Ernest Cognac n'a jamais dormi dans ce lit. Hein. C'était vraiment un lit d'apparat. Pour la collection. Oui, pour la collection. D'accord. Acquis pour la collection. Alors du coup, c'est vraiment une question très niche, hein. Une question matelas. Comment les matelas à l'époque, c'était du coup quand il a acheté le lit, le matelas avait été changé plusieurs fois. Comment ils étaient faits au 18e? Alors, est-ce qu'on le sait ou pas de quoi ils étaient faits? Je vous avoue qu'on n'a pas trace dans les archives de la question du matelas. J'imagine, enfin je ne veux pas m'avancer, mais qu'ils aient été faits en crin, enfin en crin, oui. Voilà, j'imagine en fait, mais ça je vais me renseigner. La question est intéressante, je vais creuser la question.
on saura plus sur quoi il dormait. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, tout l'apparat est d'époque où il a été changé. Alors, pour être très honnête, non, le tissu était très abîmé. C'est des soieries assez précieuses. Et donc, le tissu a été reconfectionné, enfin retissé récemment, mais on conserve les éléments. Donc, dans la réserve se cachent voilà, les tissus d'époque. En fait, les motifs, on a repris les motifs. On retrouve les motifs des urnes qu'on a sculptés sur les montants. Et en fait, Ernest Cognac a vraiment souhaité rassembler des objets qui attestent et témoignent du savoir-faire des artisans au XVIIIe. Donc, un art décoratif, voilà, qui reflète tout le luxe du XVIIIe. Il y a des quand N'hésitez pas à poser la question. Ah oui. Oui, d'ailleurs, vous pouvez poser plein de questions, hein, comme les questions niche matelas, n'hésitez pas. Je suis désolée, c'est pas... Non, mais je vais creuser. C'est vraiment une question. Pas sûr qu'il y ait des spécialistes de matelas, historiens spécialistes de matelas. Mais là, du coup, on se retrouve justement sur ces fameux objets qui montrent tout le talent de nos artisans au XVIIIe. Voilà, exactement. Et là, vous allez être servis. N'hésitez pas à poser des questions parce que il y a des petites histoires, des petits détails qui sont absolument incroyables. Alors, ces objets ont été appelés des objets de vertu, ou en tout cas l'encyclopédie d'Alembert les appréhende sous le terme bijoux, parce qu'ils servaient d'accessoires et d'ornements en fait aux hommes, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi bien utilisés que révélateurs d'un statut social. Évidemment, ils sont fabriqués avec des objets, des matériaux très précieux, des techniques très ingénieuses. Et donc Ernest Cognac les a collectionnés vraiment avec passion. En fait, ça représente quasiment le quart de la collection. On conserve 260 de ces petits objets. Ah oui. Donc ce sont des boîtes, des tabatières. Alors les tabatières dans lesquelles on rangeait le tabac. Hein. Alors par exemple en tabatière, on a tabatière. Vous avez alors celui-là, c'est une tabatière. Voilà. Juste ici. Celle-ci aussi. C'est quoi la botte ? Ah, la botte, évidemment. La botte. Évidemment. La belle botte, la jambe. Alors, la jambe qui est réalisée en pierre dure, parce que je disais que tous les matériaux les plus précieux étaient utilisés. Et donc, c'était un étui dans lequel on pouvait cacher des messages. Donc, je vous laisse imaginer quel type de message, mais bon, sur une jambe un peu dénudée, voilà, qui plutôt suggère des billets doux en fait, des billets doux, galants qu'on échangeait, parce que ces objets en fait étaient donnés. En fait, il y a une vraie pratique, une vraie sociabilité du don et de l'échange. C'est la raison pour laquelle sur certains on trouve des portraits en miniature ou des petites mentions comme souvenir, amitié. Voilà, alors je pense que vous connaissez le monsieur ici. Il est assez connu. Voilà. Qui n'a rien à voir. Où est-ce qu'ils faisaient leurs besoins dans des petits cabinets. À l'époque, on crée des boudoirs. C'est vraiment une époque où après Louis XIV et la parade de Versailles, on tend vers une plus grande intimité. Louis XV va créer justement les petits appartements et donc il y avait des pièces réservées qu'on peut encore voir à Versailles, généralement derrière ce qu'on pourrait comparer à une salle de bain moderne où on faisait sa toilette plus dans l'intimité. Repartons sur nos petits objets, justement aussi de soins, parce que du coup là c'était dans la botte c'était pour mettre des petits mots. Exactement. Le poisson par exemple. Aussi. Alors le poisson est articulé, alors je peux pas le sortir de la vitrine, mais juste là. C'est assez fascinant de voir comment l'orfèvre a pensé en fait la manipulation de l'objet, enfin l'objet est en mouvement, et donc l'or se reflète et évoque les écailles du poisson. Voilà. Et donc les yeux sont en rubis aussi, je ne sais pas si vous voyez, et les écailles sont recouvertes d'émail, donc c'est cette technique qui permet en chauffant des oxydes de créer ces jolies couleurs en fait. Et là, moi je crois que c'est mon préféré celui-là. C'est celui-ci.
Donc il y a un étui nécessaire. Un étui est nécessaire réalisé par l'orfèvre Noël Hardivilliers. Et alors ces étuis nécessaires renfermaient tous les, les petits ustensiles, voilà, Tout ce qu'on voit ici, là. qui servaient en fait aux activités quotidiennes, alors du matin, enfin de la toilette du matin jusqu'aux activités de loisirs comme la broderie, l'écriture, enfin des activités des élites en fait. Et donc les femmes transportaient, ce sont des petits objets mobiles en fait, de la taille d'une main, et ces femmes transportaient ces objets dans des grandes poches qui étaient cachées sous leur robe. Et c'est un monde en soi en fait. Un petit monde. Et là, regardez, si on regarde bien, juste là, c'est un tout petit crayon, juste là, minuscule crayon. Juste à côté, c'est un poinçon, hein, c'est ça, hein? Oui, alors certains ustensiles servaient à la broderie. Donc vous avez un dé, une aiguille, j'ai pas vu le petit voilà. dé juste ici. Un gratte-langue, un cure-oreille. Enfin vraiment, c'est tous les soins. Il y a un cure-oreille, c'est lequel le cure-oreille? C'est voilà, celui-là juste à côté. Cuillère, ouais. Un petit couteau. Enfin, vous étiez parés pour toutes les activités du quotidien. Et en cas d'urgence, il y avait tout. Voilà, il y avait tout sur soi, transportable et aussi orné, parce que en fait, ces boîtes, elles révélaient aussi beaucoup de l'identité de leurs propriétaires et leur magnificence aussi, forcément, et un révélateur de richesse ou de non, richesse. Voilà. De statut social. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ces créations magnifiques des grands orfèvres étaient déclinées dans d'autres matériaux un peu moins luxueux, enfin populux, comme on dit. Là, par exemple, il y a celui-là, il est formidable. Enfin, je trouve qu'il est absolument... c'est un coffret nécessaire. Donc là, c'était plutôt pour les masculins, ça, on est d'accord? Non, ou pas, non, forcément. Alors, comme il n'y a pas de rasoir, c'est pas un rasoir justement oui, ici. ça peut être un rasoir, mais aussi on a des petits flacons à parfum. Je vous laisse admirer le détail de la colombe en porcelaine qui orne le flacon de parfum. On demande si c'est de l'or, ce qu'il y a de tout autour. Oui, c'est des montures, ce qu'on appelle des montures à cage, c'est-à-dire que l'orfèvre réalise cette monture qui est en fait ajourée et derrière laquelle il vient glisser. Là, en l'occurrence, c'est de l'agate en fait qui est coupée en très fines lamelles et on voit en transparence en fait. Il y a tout ce jeu avec la lumière et la transparence de l'agate. Incroyable. Et la virtuosité de l'orfèvre se mesure autant à la délicatesse et au raffinement de cette monture à cage que au nombre d'ustensiles qui peut glisser en fait. Parce que là il y a des tout petits, je sais pas si vous avez vu, remarqué, des tout petits trous dans lesquels il y a des tout petits objets. C'est assez fou. On nous demande combien ça pèse, si c'est lourd ou pas, Romain. Alors justement, ces objets posent la question par leur échelle du côté mobile et transportable dont je vous parlais. En fait, on pense vraisemblablement que ces objets étaient plutôt posés sur une table de toilette ou exhibés ou présentés dans un salon ou en bonne compagnie, mais peu transportés. C'est comme, en fait, c'est l'ancêtre d'un petit vanity case, en fait, d'un étui nécessaire. C'est plus chic que ce qu'on a nous maintenant, on va pas se mentir. Mais ça répond aux mêmes besoins. Tout à fait. Aux mêmes usages. C'est sûr. Ça coûtait cher à l'époque ou c'était banal? On nous pose comme question. Non, de par les matériaux, c'était quand même réservé à une certaine élite. Et donc Paris au XVIIIe siècle est la capitale du luxe et on se presse de toute l'Europe pour faire ses emplettes à Paris auprès des marchands merciers qui étaient en fait les boutiquiers, l'ancêtre d'Ernest Cognac, marchands merciers qu'on dit... vendeurs de tout ou faiseurs de rien, puisqu'ils rassemblaient dans leur boutique en fait à la fois les meubles, les objets d'art et même les tableaux pour certains. Alors on a une question aussi, pourquoi il y a des boîtes qui ont la forme d'œuf? Est-ce qu'il y avait une utilité particulière, enfin une raison particulière à cette forme-là ou pas? Alors les orfèvres, pour justement contribuer aux effets de mode, en fait, étaient plein d'inventions pour créer des formes. Et c'était aussi
une sorte de défi que de faire rentrer tous ces petits objets dans la forme. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le tout petit œuf juste voilà, là. en porcelaine. Alors ça, C'est aussi un nécessaire en fait, Ah oui, d'accord. dans lequel on conserve tous les petits ustensiles que vous pouvez voir à côté. C'est incroyable. Et là, un fameux carnet de balles, du coup, juste ici. Voilà, Voilà. alors on l'a présenté ouvert, mais il faut imaginer que toutes ces petites tablettes en ivoire étaient Donc c'est pas du papier, rangées- hein. Oui, c'est de l'ivoire. Toutes ces petites tablettes étaient rangées dans le corps de l'instrument. Et je ne sais pas si vous voyez tout au bout, il y a une sorte de petit Juste embout de crayon. Il y a un crayon qui est glissé. Et le crayon servait à inscrire. Alors on Juste imagine là. voilà, le cavalier du bal. Enfin, on appelle ça des carnets de bal, parce que la jeune femme devait écrire à qui elle réservait sa prochaine danse pendant le bal. beaucoup, oui. Mais C'est des objets qui servaient aussi d'objets galants, en fait, dans toutes les relations. Je crois qu'on peut aller voir d'autres objets assez amusants. Et après, on ira dans une autre salle où il y a un meuble qui est très étonnant, que vous allez avoir la chance de voir ouvert, puisque si vous visitez le musée, quand vous venez visiter le musée, il n'est jamais ouvert. Donc là, ça va être le petit cadeau TikTok. Vous allez voir ce petit meuble secret. C'est un musée secret qui recèle plein d'écrins, plein de secrets. Voilà, c'est plein de petits objets qui poussent quand même à l'imagination. Alors moi, je veux juste qu'on s'arrête sur ce petit monument pour un chien. Je trouve l'histoire absolument adorable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, Clodion a voulu répondre à la demande d'un de ses amis qui était très proche de son chien, enfin très attristé du décès de son chien. Il lui a demandé de représenter son fidèle compagnon sur un coussin, dans une position très familière, parce qu'on voit qu'il a la patte posée sur une petite gombelette. Donc c'est un petit gâteau. Juste là, qui est en forme de donut. Voilà. D'accord. Et alors je vous invite à regarder, parce que le sculpteur s'est même amusé à creuser la pupille des yeux du chien là, sous le rideau, sous la frange du pelage. Et on voit comment le sculpteur a traité avec beaucoup de réalisme en fait le pelage du chien. C'est un bichon maltais et il est couché sur son coussin et il l'a vraiment mis à l'honneur parce qu'on a presque l'impression que c'est un tombeau d'empereur romain et là il pose le chien, presque un trait d'humour. Comment s'appelait le chien? Je crois qu'on a le nom du chien. Oui, Ninette. Ninette. Ah, c'est quoi comme matière? On nous pose la question c'est sur la- quelle matière? C'est de la terre cuite. C'est de la d'accord. terre cuite. Ça a été très bien conservé, ça aussi. Oui, c'est très fragile. Oui, C'est très fragile. pas du marbre. Mais ça permet de créer tous ces petits détails. On voit dans les nœuds du coussin, Oui, mais dans la queue du petit chien. trait qui montre Voilà. le matelas. On a presque l'impression que le chien va sauter du coussin c'est fou. et partir en promenade. Et alors c'est amusant parce que ça dit bien aussi ces nouvelles relations aux animaux de compagnie qui naissent au 18e. On voit vraiment des petites niches réalisées par des ébénistes. Enfin, il y a vraiment un rapport affectueux du maître à son compagnon. Et à tel point que l'amateur, qui était aussi un grand collectionneur, Benjamin de Grandcourt, de tableaux, d'Hubert Aubert, de Boucher, a perdu aussi son serin. Donc le serin, c'est un petit oiseau jaune qui s'appelait Fifi et qui a demandé aussi à faire un cénotaphe à Fifi. Donc nous avons Ninette, mais Fifi est conservée aux Beaux-Arts de Nancy. Ah, c'est génial. Donc Il y avait toute la ménagerie. Voilà, oiseau de compagnie. Voilà, oiseau de compagnie, chien de compagnie. Vas-y. Pardon, merci. Je te suis. On fait encore des beaux objets, des beaux meubles du 18e. Et on va aller voir encore une fois des objets de luxe de l'époque qui sont très amusants, très beaux aussi, parce que c'est
C'est vraiment d'une délicatesse. Pour les yeux, c'est quelque chose. Et alors là, il y a une pièce qui va peut-être pouvoir parler à quelques-uns d'entre nous, qui est celle-ci. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors cette très belle boîte est l'œuvre de l'orfèvre Johann Neuber, qui est allemand, et qui a réalisé donc cette monture à cage en or dans laquelle il a enchâssé en fait 120 échantillons de pierres dures. Alors on dit pierres dures parce que ce ne sont pas des pierres précieuses, mais néanmoins des très belles pierres qu'il a choisies avec attention pour leur couleur, pour leur motif, leur effet décoratif. Il ne faut pas oublier que le XVIIIe siècle, c'est ce goût pour les sciences naturelles. Enfin, vraiment, on porte un intérêt à la nature. Oui, parce que là aussi, on a aussi la preuve. Oui, et alors, pour aller plus loin, Neuber vendait ces petites boîtes avec un livret dans lequel, je ne sais pas si vous voyez, mais chaque pierre est numérotée, en fait, porte un numéro. Et donc le petit livret recensait en fait tous les échantillons de pierres que vous trouvez sur la boîte. Donc c'était vraiment pour célébrer en fait un peu les miracles de la nature, enfin la beauté de ce que la nature peut donner. Et puis je vous laisse admirer aussi le travail des perles dans le motif central, de l'émail. Tout est très harmonieux, enfin très beau, très fin. Le travail de la ciselure aussi. Et là aussi, justement, sur les petites boîtes à messages un peu originales. Oui. Alors, nous avons les boîtes à messages légumes. Donc je pense du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, que l'asperge, le poireau, c'était un peu l'aubergine de l'époque. Alors les artisans, des messages. Ne manquez pas d'humour. Alors, vous savez que le secret de l'or blanc, de la porcelaine, a été découvert très tôt en Asie, en Chine, et faisait l'objet de nombreuses exportations. Mais c'était un peu la course en Europe des différents. Il n'y a pas une histoire d'espion allemand. Il y a une histoire comme ça, il y a beaucoup de récits. C'était vraiment la course à l'or blanc. Et donc on retrouve la porcelaine dans des objets réalisés par la manufacture de Meissen, enfin en Allemagne ou aussi en France, à Sèvres ou à Saint-Cloud. Et les artisans qui réalisaient ne manquaient pas d'humour et donc cherchaient à inventer les formes les plus originales. Donc vous avez un petit bouquet de fleurs, donc on imagine en fait pareil un petit billet doux qui est donné comme on donne un bouquet de fleurs en témoignage de ses sentiments. Alors est-ce que le poireau et l'asperge c'était pour transmettre des recettes de cuisine secrètes? Je ne sais pas. On peut tout imaginer et d'ailleurs ces objets ont un pouvoir évocateur très fort, au-delà des usages. C'est ce dont on discutait tout à l'heure avant de commencer là, justement le pouvoir évocateur des objets, des formes qu'ils prennent, qu'au XVIIIe siècle, il y a dans beaucoup de tableaux, il y a plein d'évocations de symbolisme qui étaient compris par tout le monde, qui sont moins évidents pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Parce qu'il y a des tableaux où on peut voir. Celui-là, TikTok va faire une. Je vous en montrerai un dans le salon. Dans le salon où il y a le boucher. Oui, il y a le boucher. Sinon, je peux vous en montrer un ici, d'un artiste, Louis-Léopold Boilly, pour lequel on a organisé une exposition. Par exemple, vous voyez, alors... On va juste montrer les détails parce que disons que la dame a oublié de mettre sa partie de son haut. Ah oui, voilà. Non mais c'est pas grave, justement, il y a les symboles de la cruche ou le désordre, là, la très belle nature morte des accessoires jetés sur la chaise, qui renforce en fait tous les sous-entendus galants, voire érotiques du tableau. Évidemment, on ne sait pas si elle repousse la porte ou au contraire... si c'est une invitation. Mais voilà, Louis-Léopold Boilly s'inscrit
voilà, dans la lignée de ces artistes du XVIIIe qui savent manier dans leurs tableaux tous ces sous-entendus galants pour décrire des scènes qui plaisent beaucoup aux libertins, voilà, dans le goût de l'Ancien Régime. Oui, ce qui étaient des choses dont on ne parlait pas forcément à voix haute, Exactement. qui ne se faisaient pas, donc il fallait toujours trouver les moyens détournés de faire passer quelques messages compréhensibles par tous. C'est là aussi c'est assez amusant. Exactement. C'est que c'est dire sans dire, montrer sans rien affirmer. C'est assez, mais du coup c'est assez ingénieux pour l'instrument de musique aussi qui pouvait être perçu comme un symbole très érotique en fait, de par la forme de l'instrument, l'archet, voilà. Oui, l'archet, oui d'accord. Enfin, c'est-à-dire l'instrument présent dans ce genre de scène, ou scène de genre d'ailleurs, oui, où la dame, intime, pareil, a oublié un petit peu. voilà, la dame est un peu dévêtue, on voit que le costume d'ailleurs très révolutionnaire qui est jeté sur la chaise montre l'absent, mais on ne sait pas s'il vient de s'éclipser par la porte. Voilà, S'il arrive. Voilà, les draps sont défaits, la porte est ouverte, enfin voilà, tous ces codes en fait de la peinture au XVIIIe qu'on peut détecter. Alors peut-être se rediriger vers... N'hésitez pas à poser des questions, hein, on est là pour vous répondre. On va remonter dans cette salle, il y a le fameux meuble, pas que d'ailleurs, parce qu'on a des les grands artistes du XVIIIe, voilà. Espagnac, c'est vraiment plus. Il a réuni, rassemblé ses chefs-d'œuvre pendant très peu de temps, et il meurt en 1929. Finalement, en quelques années, grâce à des opportunités. Il avait pas pris une pièce de sa collection. Alors, le legs compte 1030 pièces. Et aujourd'hui, la collection continue on enrichit en fait, en étant très cohérent par rapport au goût du collectionneur, en respectant quand même l'identité de la collection du XVIIIe. Et la collection comporte 1200 pièces. D'accord, aujourd'hui. Qui sont pour la plupart exposées dans le musée, à l'exception des arts graphiques, donc des dessins, parce qu'ils sont plus fragiles et pour des questions de conservation préventive, pour voilà, les transmettre aux générations futures, on les conserve à l'abri de la lumière. Voilà. Et on les présente par roulement, par rotation. Pour pas que ça s'abîme. Exactement. Et qu'on puisse encore les observer longtemps après. Moi j'ai une petite question sur ce meuble. Pourquoi? Donc ce ne sont pas des vrais livres, hein. Mais à quoi servait ce meuble du coup? Est-ce que c'est en lien avec le côté... Enfin, c'est quoi, on cachait des choses dedans, on mettait des livres dedans? Il servait à quoi ce meuble? Alors déjà j'aime beaucoup le nom, c'est un bonheur du jour. C'est-à-dire qu'il servait aux activités quotidiennes, d'écriture, de lecture. Et ces meubles qui vous ont interpellé sont en fait un trompe-l'œil et cachent en fait des petites étagères en fait, à l'arrière qu'on peut découvrir grâce à une clé. Et donc ça fait écho à l'usage en fait, du meuble, qui était un meuble qui servait à l'écriture, où on pouvait ranger sa plume, tout son matériel pour écrire. Et les livres également. Okay. Voilà. Et donc, c'est un meuble qui a une très belle marqueterie, parce que je vous laisse admirer la manière dont l'ébéniste a créé de véritables tableaux grâce aux différentes essences de bois. Donc là, c'est juste des bois différents. Exactement. Il n'y a aucune peinture. Qui sont découpés. Et vraiment, l'ébéniste joue de la différence. Je vous laisse admirer le petit détail dans les ailes du papillon de la nacre. Alors, c'est du bois de rose, c'est du citronnier, de la marronte. Incroyable. Et il faut s'imaginer que ces meubles avaient des couleurs
plus vive encore au XVIIIe siècle et que les couleurs ont un petit peu passé avec le temps. Mais reste néanmoins voilà, un témoignage merveilleux de ce savoir-faire des ébénistes au XVIIIe siècle. Et aussi dans une salle qui est très belle, le salon Boucher, parce qu'on a voulu rendre hommage à un artiste qui incarne vraiment cette époque, qui est aussi une carrière dont les dates coïncident presque au règne de Louis XV. La marquise de Pompadour va favoriser sa création, il va diriger, c'est vraiment un artiste multiple parce qu'il dirige les manufactures, donc il y a des cartons de tapisserie qui vont être réalisés. Il peint évidemment plein d'œuvres pour la marquise de Pompadour et puis toute la cour de l'époque. Et donc on a voulu voilà, le mettre à l'honneur notamment dans ce tableau de la Diane au bain, le repos de... Nous avons été malheureusement coupés parce que il y a un petit téton qui est sorti un peu trop... Donc TikTok a été en PLS, mais on reprend, on est toujours là. Et on ne va plus montrer des femmes un peu dénudées, qui étaient OK il y a 250 ans, mais qui sont beaucoup moins aujourd'hui. Du coup, on va vous montrer un meuble. Voilà, des femmes qui sont très habillées, comme ici. Mais ce petit meuble, qui a l'air tout simple comme ça, qui a l'air tout beau, tout discret. On se dit un petit meuble sur lequel on peut poser un petit vase, tranquillement. Eh bien, pas du tout. Alors, quel est ce meuble? C'est une table mécanique d'un ébéniste, une longue dynastie d'ébénistes flamands arrivés en France, attirés justement par cette clientèle avide de nouveautés et de beauté. Et donc Ben va se faire une spécialité de marqueterie de bois précieux, comme vous pouvez voir ici avec ces motifs géométriques qui sont dessinés. Alors, la marqueterie, c'est comme un pulse. L'ébéniste découpe des échantillons de bois et il compose comme un tableau de bois. Ça, c'est pour la partie esthétique du meuble. Mais Jean-François Aubène est connu aussi et apprécié par la marquise de Pompadour et tous les grands de ce siècle pour ses meubles à secret. Donc je vais vous montrer. Petit meuble à secret. Volants, donc vous voyez de petites dimensions qui peuvent se déplacer dans un salon en fonction des activités. Donc on tire un tiroir ici. Donc il y a une petite manipulation un peu cachée, secrète d'agrandir la table. Et sous le tableau de la table se trouve un petit bouton pressoir secret qui permet de dévoiler à l'arrière un tiroir dans lequel se cache un petit écran. Alors, c'est pas un écran de fumée, c'est un petit écran. C'est mis un écran de rétroprojecteur. Voilà. Que je vais déployer devant vos yeux. Alors, je vous laisse admirer la mécanique. En fait, on dirait presque un insecte enfin, qui se déploie. Ce n'est pas un meuble Ikea, hein. Ça a été fait il y a très longtemps. Et voilà, alors on s'interroge un peu sur l'usage, enfin la fonction exacte de cet écran, mais on peut imaginer que la jeune femme qui était assise sur ce fauteuil et qui écrivait ses missives et sa correspondance se cachait des regards indiscrets de la compagnie qui évoluait dans le salon à ses côtés, ou autres qui se protégeaient peut-être du feu, de la lumière, de l'éclat du feu dans la cheminée. Et donc voilà, le meuble a révélé ses secrets. C'est de la soie? Oui, alors le tissu n'est pas d'époque, il a été restauré parce qu'il était fragilisé plus longtemps, mais ça montre toute l'ingéniosité de l'ébéniste qui a créé ce meuble qui s'en est fait une spécialité. Meuble à secret. Meuble à secret, meuble mécanique. Voilà. Avec comme un petit peu de film, on doit appuyer sous le fond d'un tiroir pour ouvrir un autre cachet. On peut tout imaginer, c'est l'époque des liaisons dangereuses, Casanova.
des grands noms. Et vous avez ici, je vous montre, c'est une des filles de Boucher qui s'est mariée à un de ses élèves, donc le peintre. C'est la fameuse. Voilà, et alors je fais un petit rappel de ces magnifiques petits objets précieux, parce que parmi ces objets précieux, vous avez aussi des boîtes à mouches. Donc les mouches, c'était ces petits éléments de tissu que les femmes se posaient sur le visage par coquetterie, et qui d'ailleurs avaient un langage en fait en fonction de l'endroit où vous posiez la mouche sur le visage. Donc c'était la coquine, la distraite, la curieuse, enfin, voilà, tout un langage des mouches. Et donc on voit la fille de l'artiste qui prend dans cette petite boîte à mouches une des mouches qu'elle s'apprête à poser sur son visage. Voilà. Alors, quel était son numéro ce jour-là? On ne saura On ne malheureusement saura jamais. pas, mais on peut imaginer. On ne saura jamais. Est-ce que il vous reste quelques questions, puisque du coup on arrive à la fin du live? Est-ce qu'il y a une œuvre que vous souhaitez revoir, un objet que vous souhaitez revoir? Toutes les questions sont les bienvenues. Alors moi je vous montrerai bien avant de partir un tableau qui est en fait un unicum. Alors, c'est quoi un unicum? C'est un tableau qui se distingue du reste. Alors vous avez parlé beaucoup du 18e, mais on conserve un Rembrandt dans notre collection. Il est juste ici. C'est un unicum à deux titres. C'est la seule œuvre du 17e dans notre collection. Et c'est la seule œuvre religieuse, parce qu'en fait, Ernest Cognac a essentiellement collectionné des œuvres, des scènes de genre, des portraits, mais finalement aucune œuvre religieuse, à l'exception de ce Rembrandt. Alors c'est une scène très, très érudite, enfin, une scène de l'Ancien Testament qui représente le prophète Balaam, qui est parti maudire en fait les Hébreux, et qui dans sa course est arrêté par une apparition divine. Alors on voit l'ange ici qui brandit son épée et qui fait parler l'ânesse, et donc l'ânesse lui interdit d'aller maudire, enfin le dissuade d'aller maudire les Hébreux, et donc il va aller au contraire les bénir. D'accord. Voilà. Donc c'est un Rembrandt de jeunesse, parce qu'il est tout jeune. jeune. Voilà, il est tout jeune, il a à peine 20 ans quand il réalise ce tableau. Et donc on voit encore l'influence de son maître dans les couleurs chatoyantes et brillantes, parce que Rembrandt, on connaît plus c'est clair-obscur, mais qu'on devine déjà dans les personnages, voilà, à l'arrière-plan. On me pose la question si c'est un style baroque. Baroque, alors c'est vrai que la composition est assez tournoyante. Il y a vraiment un mouvement, on voit, circulaire entre l'épée, l'ânesse, les couleurs très, très vives, le manteau de Balaam qui s'envole. Oui, c'est pas le Rembrandt tout en retenue et pas en austérité, mais voilà, qui travaille sur les clairs-obscurs de la fin de sa carrière, et peut-être dans ce sens baroque en fait, si on l'entend comme tel. Eh ben, merci beaucoup, Cécile. Merci Marlène, j'étais ravie. Nous avons été pendant ce live au musée Cognac G, qui me semble gratuit, l'entrée est gratuite. Donc n'hésitez pas à passer la porte de ce... Vraiment, c'est un bijou. On s'y balade, le temps un peu s'arrête. N'hésitez pas à venir. Il y a une exposition qui va commencer bientôt, il me semble. Exactement. Alors, si vous êtes curieux de connaître les usages et de découvrir encore plus de petites boîtes, de ces petits objets précieux, nous vous accueillons avec plaisir à partir du 28 mars prochain pour une exposition intitulée Luxe de poche, où vous verrez près de 250 objets, merveilles, mais aussi des vêtements, des meubles, enfin tout un ensemble pour mettre en valeur notre collection. Voilà. Et surtout l'immense talent des artisans français du 18e. Exactement. Nous, on se retrouve du coup en 2024. Voilà. Et surtout l'immense talent des artisans français du 18e. Exactement. Nous, on se retrouve du coup en 2024. Vos commentaires pour votre présence à chaque live. C'est toujours un plaisir pour nous de vous faire découvrir des lieux incroyables de Paris Musée. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque beaucoup de lives sont prévus. Peut-être qu'on en refera un ici, Avec grand pour plaisir. découvrir des nouveaux objets, des meubles à secret. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je pense que toute l'équipe de Paris Musée se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes.
Et une bonne fin d'année 2023 et surtout une très bonne année 2024. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.